Sénateur Plett, chers collègues, je tiens à commencer encore une fois par dire que nos pensées, nos prières accompagnent tous les Canadiens touchés par la COVID-19, particulièrement ceux qui ont perdu des proches ou des amis à cause de ce virus. La perte d'un être cher est toujours difficile, mais à l'heure actuelle, la perte est encore plus difficile à cause de la quarantaine qui prive les familles du temps précieux qu'ils aimeraient passer avec leurs proches pendant leurs derniers jours. J'aimerais aussi... Healthcare workers, to our truck drivers. J'aimerais faire part de toute ma reconnaissance aux travailleurs de la santé, aux camionneurs et aux travailleurs à l'épicerie. Personnellement, j'aimerais vous dire à tous et à toutes et à nos téléspectateurs que je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Aujourd'hui, nous commémorons la journée de pause entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'était une journée remplie d'incertitude, d'anxiété et de crainte pour les disciples de Jésus, car ils ne savaient pas que demain allait leur amener la résurrection qui allait tout changer. Nous savons que Pâques sera bien différente pour nous tous cette année. Et je prie que, malgré tout, vous puissiez trouver de la joie et de l'espoir pour demain. Chers collègues, la législation dont nous sommes saisis aujourd'hui est le projet de loi C-14, loi numéro 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19. Ce projet de loi met en œuvre la subvention salariale d'urgence canadienne et c'est une deuxième loi parce que la première loi ou le premier projet de loi était inadéquat. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on était dans cette enceinte, il y a environ 2 semaines, j'ai demandé au ministre des Finances pourquoi il avait choisi d'aller de l'avant avec une subvention salariale de l'ordre de seulement 10 %. La Grande-Bretagne utilisait une subvention de 80 % et c'était 75 % au Danemark. Le ministre a répondu d'une manière ahurissante. Il a dit qu'il devait me corriger et que le programme gouvernemental était en fait similaire à la Grande-Bretagne et même meilleur que celui du Danemark. J'essaie encore de comprendre comment une subvention salariale de 10 % peut être meilleure qu'une subvention salariale de 75 %. Mais bon, les questions ont continué. C'est seulement 2 jours plus tard que le gouvernement a fait volte-face et a annoncé qu'ils allaient maintenant fournir une subvention salariale de l'ordre de 75 %. Et cela, moins que 48 heures plus tôt, le ministre des Finances avait été outré que je lui demande si son plan était suffisant. Il avait même agi comme s'il nous avait offert le meilleur plan du monde. Et maintenant, rapidement, le gouvernement injectait 71 milliards de dollars supplémentaires pour répondre aux lacunes que nous avions soulignées et qu'il ne voulait pas mettre en œuvre. Chers collègues, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je ne suis pas fière de le souligner. C'est comme si on arrivait à un feu dans un domicile en voyant que les pompiers n'avaient pas assez d'eau dans leur boyau. Le fait que nous avons dû le souligner m'a inquiété et ça m'inquiète encore aujourd'hui. Un mauvais jugement, une mauvaise planification, de mauvais tours, de mauvaises réponses, des réponses tardives sont devenues la norme pour ce gouvernement et non pas l'exception. Le premier ministre nous dit sans cesse que son gouvernement va tout contrôler et suit les choses de près et est en train de répondre aux meilleurs conseils scientifiques et médicaux. Par contre, on apprend toujours plus tard qu'ils ont fait trop peu et qu'ils l'ont fait trop tard. Songez donc à la réponse du gouvernement lorsque la Chine a enfin confirmé qu'ils avaient une flambée de coronavirus à Wuhan, alors que d'autres pays ont agi rapidement pour pouvoir détecter les passagers aériens et pour interdire un déplacement en provenance de la Chine. Le premier ministre a insisté sur le fait qu'on continue à aller de l'avant et qu'il fallait juste se laver les mains. 2 jours plus tard, Taïwan avait commencé à mettre en quarantaine les voyageurs en provenance de la Chine et notre gouvernement a fait un tweet dans lequel on disait que si les Canadiens se déplaçaient à Wuhan, ils devraient contacter leur prodigueur de soins de santé s'ils se sentaient en mauvais état en rentrant.
On n'a pas parlé de dépistage, de tests ou de quarantaine. Il n'y avait qu'une recommandation qui disait que si les voyageurs revenaient de cette zone et avaient des symptômes, ils devraient songer à s'isoler pendant 14 jours. Seulement 3 jours plus tard, soit le 25 janvier, le Canada a annoncé son tout premier cas de COVID-19. Et cela provenait d'une personne qui avait récemment voyagé à Wuhan, en Chine. La ministre libérale de la Santé, Patty Hadu, avait dit aux Canadiens que le gouvernement prenait des mesures et qu'il fallait, en fait, tout simplement qu'ils avaient injecté des messages sur les tableaux dans les aéroports et qu'ils avaient aussi des questions supplémentaires aux kiosques électroniques qui étaient utilisés par les voyageurs internationaux. On était censé croire que ces efforts témoignaient des meilleurs conseils scientifiques et médicaux disponibles pour protéger les Canadiens. Il faut bien le souligner, c'est pas tout le monde qui a été convaincu de la chose. Seulement 2 jours plus tard, il y a eu un 2e cas de COVID-19 au Canada. Le député conservateur Matt Généraux s'est prononcé à la Chambre des communes et a dit comment est-ce que les Canadiens peuvent être rassurés à savoir qu'on est en train de contenir cette flambée épidémique. La ministre Hajdu a répondu « Le risque est faible, nos systèmes continuent à travailler en étroite collaboration ». Cette réponse n'était pas du tout rassurante. Alors, le député conservateur Todd Doherty a posé une question. Il a demandé quand est-ce que le gouvernement va mettre sur pied un véritable plan qui comprend un processus de détection accru et amélioré. La ministre Hajdu a répondu sans vraiment répondre à la question. Elle a dit « Nous avons de nombreuses mesures pour aviser les voyageurs qui viennent de régions touchées au sujet de ce qu'ils doivent faire s'ils croient qu'ils ont contracté la maladie. On a formé nos agents de l'ASFC pour qu'ils soient dotés des outils nécessaires pour aider les gens qui pourraient être malades. » C'est comme si le gouvernement ne se souciait pas du fait que le virus posait une réelle menace pour les Canadiens et les Canadiennes, alors que les autres pays avaient commencé leur lockdown et leur confinement et la quarantaine. Pour le prochain mois et demi, le gouvernement libéral a continué à mettre l'accent sur le fait qu'il ne servait à rien de détecter les passagers, de faire des tests, de restreindre les déplacements. On parlait d'un isolement volontaire qui était suffisant. Et à ce moment-là, c'était seulement nécessaire pour ceux qui avaient des symptômes. Alors que le virus se promenait, était dans les airs et conduisait à travers le Canada, le gouvernement n'agissait pas. Le 13 mars, le premier ministre défendait encore son manque d'action. Il a dit « Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, au tout début, il y a une discussion à savoir si nous devrions fermer nos frontières avec la Chine comme l'ont fait les États-Unis. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons été en mesure de gérer les choses pour pouvoir contrôler et ne pas propager le virus. Et nous sommes confiants que nos représentants de la santé publique nous fournissent de bonnes recommandations pour le Canada. » C'est un peu comme s'il est en train de se taper sur l'épaule et de se féliciter. 3 jours plus tard, il a subitement changé d'idée. Il a annoncé que le Canada fermait ses frontières en restreignant les vols internationaux. C'est comme s'il s'était réveillé, mais seulement en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas de dépistage, de tests ou de quarantaine obligatoire pour les gens qui arrivaient au Canada. Chers collègues, je pourrais continuer ad vitam. Ce gouvernement a mal géré cette crise en faisant trop peu, trop tard. Trop peu parce qu'il ne voulait pas insulter les gens en fermant les frontières. Trop tard parce que quand ils ont décidé d'intervenir, on avait déjà importé la pandémie et il y avait déjà de la transmission communautaire. Ils ont fait trop peu parce qu'ils ont envoyé notre équipement de protection en surplus à la Chine pour se rendre compte trop tard que c'est nous qui avons besoin de l'équipement. Ils ont fait trop peu parce qu'ils ont insisté sur le fait que les tests n'étaient pas nécessaires pour les voyageurs internationaux qui arrivaient au Canada. Trop tard parce que, alors qu'il y avait des passagers avec des symptômes qui ne peuvent plus venir au Canada,
on ne les dépiste toujours pas et on ne fait pas de tests lorsqu'ils arrivent au Canada. Chers collègues, j'aimerais vous dire qu'ils ont mal géré à maintes reprises cette crise de la santé. Et le gouvernement nous a donc menés directement à une crise économique. Imaginez que si, au lieu de nous avoir flattés dans le sens du poil pendant 2 mois et nous avoir dit d'aller où on voulait, imaginez donc si le premier ministre avait agi de manière définitive. Imaginez s'il y avait 1 mois, on avait été appelé en cette enceinte pour injecter 71 milliards de dollars dans notre système de santé, pour protéger nos intervenants de première ligne, pour accroître les unités de soins intensifs, pour aider les foyers pour personnes âgées, pour accroître les tests au pays, pour mettre sur pied des hôpitaux temporaires et pour veiller à ce qu'il y ait assez d'approvisionnement de respirateurs, de masques et d'autres fournitures essentielles. Imaginez donc la différence que cela aurait fait. Mais ça n'a jamais eu lieu. À la place, on se retrouve à essayer de faire en sorte que les Canadiens ne perdront pas leur emploi, puissent payer leur loyer et puissent acheter leur épicerie. Et on nous demande d'accepter le fait qu'entre 11 000 et 22 000 Canadiens vont peut-être mourir. Je sais que même si le gouvernement avait agi rapidement et courageusement, il y aurait quand même eu une incidence économique. Mais en agissant trop tard et pas assez rapidement pour protéger les Canadiens et en minimisant les risques et en perdant un temps précieux, ils ont accru de manière draconienne les conséquences économiques. Et maintenant, ils sont en train de répéter ce même schéma où ils font trop peu, trop tard pour protéger le bien-être des Canadiens. Songez donc au fait que cela a pris jusqu'au 18 mars pour que le gouvernement annonce son plan d'intervention économique pour la COVID. On avait planifié 27 milliards de dollars en soutien direct aux Canadiens et 55 milliards de dollars pour répondre aux besoins de liquidité. C'est un petit peu comme si on essayait d'atteindre un feu avec quelques gouttelettes d'eau. Et tout le monde s'en est rendu compte, sauf le gouvernement. Même lorsque le gouvernement a fait marche arrière pour leur subvention salariale de 10 % et ont proposé une subvention salariale de 75 %, un sondage de 651 PDG ont indiqué que 94 % de leurs entreprises ne seraient admissibles au programme en raison de ces critères trop restrictifs. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes ont fait un sondage aussi et ont vu que la subvention salariale n'allait aider qu'un tiers de ces entreprises. Il faut donc se demander qui le gouvernement a donc consulté avant de rédiger cette législation. On sait qu'ils ont discuté avec leurs collègues du cabinet et les sous-ministres. Les sénateurs Anderson, Duncan et Patterson ont écrit une lettre au ministre des Finances pour indiquer que ce projet de loi allait exclure des grands secteurs dans les territoires et dans les régions rurales et dans le nord du Canada. Il semble que le gouvernement n'a même pas pensé à leur parler, mais les sénateurs l'ont fait. Ils ont rapidement vu que des entreprises qui ne généraient pas du revenu, par exemple les entreprises minières et les entreprises en démarrage ou encore des entreprises de construction n'étaient pas admissibles. Cela aurait une incidence négative pour le secteur de l'hôtellerie saisonnier ou encore des entreprises autochtones qui seront laissées pour compte. Et c'est préoccupant. Les travailleurs essentiels se réveillent tous les jours et quittent la sécurité de leur foyer pour servir leur pays. Peut-être que le premier ministre aurait dû faire la même chose. Il aurait dû aller au travail, prendre son téléphone et consulter adéquatement les Canadiens au lieu de choisir de rester à son chalet bien après que sa période de 14 jours d'isolement n'ait été terminée. Chers collègues, la législation dont nous sommes saisis met en œuvre la subvention salariale d'urgence pour le Canada. Ce programme porte ce nom parce que les foyers et les entreprises dans la nation font face à des besoins financiers urgents. Mais je peux vous garantir, chers collègues, que quand on répond à une urgence, une des pires choses qui puissent arriver, c'est d'arriver trop tard ou avec trop peu de choses. La pire chose qu'on puisse faire, c'est d'arriver trop tard. Et
Au milieu de la pire crise qu'on ait connue dans les 100 dernières années, le gouvernement a constamment fait ces deux choses. C'était trop peu, trop tard. Ils sont réactionnaires et non pas visionnaires. Ils prennent une approche à l'emporte-pièce qui fait en sorte que des milliers de Canadiens tombent entre les mailles du filet, et ces mailles du filet sont énormes en ce moment. Notre caucus conservateur va permettre à ce qu'on adopte rapidement cette législation aujourd'hui, car les Canadiens en ont crucialement besoin. Mais ce dont ils ont encore plus besoin, c'est un meilleur leadership de la part du gouvernement, et au nom de la nation, j'espère que ça sera le cas. Senator Wu.